Bien, je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir vous dire quelques mots en conclusion de ces assises, après avoir, encore une fois, écouté avec beaucoup d'attention ces témoignages de réservistes citoyens qui, comme je viens de le dire, sont vraiment frappants par d'abord l'engagement personnel de chacun de ceux qui ont apporté un témoignage, qui, en plus d'une vie professionnelle et associative peut-être autre qu'on a deviné à chaque fois assez dense, qui prennent du temps pour cet esprit de défense. Et vous le faites, vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous avez pris une journée de votre temps, en plus des activités que vous réalisez dans le cadre de la réserve citoyenne, pour venir dans cette journée d'échange qui, je l'espère, a été à double sens, vous a permis à la fois de recevoir un certain nombre d'informations de la part des autorités militaires sur à la fois la situation de notre armée de terre, à la fois les attentes et les projets de notre armée de terre, et c'est un peu les points sur lesquels je vais revenir maintenant, mais aussi une information montante, au sens, pour autant qu'il y ait une position haut-bas entre les réservistes citoyens et l'encadrement, enfin en tout cas une information dans l'autre sens, et probablement une information d'échange entre les uns et les autres. Et vraiment, j'ai toujours trouvé, et je trouve encore plus maintenant que je suis en responsabilité à la tête de l'armée de terre, beaucoup que l'engagement que vous menez, encore une fois en surplomb et en surcroît de nombreux engagements que vous avez par ailleurs, extrêmement admirable, cette démarche au profit des armées et au-delà au profit de l'esprit de défense qui est probablement, et c'est le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui, vraiment fondamental pour nos armées, ça je peux en témoigner, pour notre pays, j'en suis persuadé, et plus encore aujourd'hui, compte tenu des circonstances. Et c'est peut-être un premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est finalement les circonstances. Les circonstances aujourd'hui, 10 mai 2022, elles sont marquées très profondément par cette question de la crise en Ukraine, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la guerre qui s'y déroule. La guerre est revenue en Europe. Nous le savions, plus exactement, nous devinions que c'était possible, mais ça s'est manifesté. Et cette manifestation et les conclusions qu'il faudra en tirer, j'en suis persuadé, va marquer des décennies. Ça va marquer des décennies d'abord par les conclusions et par les impacts immédiats militaires de cet engagement, mais probablement parce que plus profondément encore, c'est l'expression que nous redoutions en quelque sorte de l'expression d'un certain nombre de puissances, en l'occurrence la Russie, mais nous savons que derrière, probablement, d'autres puissances comme la Chine, l'Iran, peut-être la Turquie, sont prêtes à utiliser des voies, y compris des voies militaires de la force, non seulement pour obtenir des gains classiques, territoriaux, mais également pour remettre en cause un droit, un ordre du monde, une organisation, et derrière probablement des valeurs qui sont finalement celles que nous, France, nous, Occident en quelque sorte, avions réussi à promouvoir comme valeurs de référence, valeurs que nous considérons à portée universelle en termes de déclinaison à travers le droit depuis la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est une vraie contestation de cet ordre même du monde qui, probablement, est à l'œuvre devant nous. Pourquoi ? Parce que derrière l'attaque de la Russie, encore une fois, je l'ai dit, nous la sentions venir. Nous savions que l'ours était puissant. Nous savions que l'ours s'armait. Nous savions qu'il était dans les bois et nous savions qu'il était déjà à faire peser cette force militaire sur
son environnement. Il y a eu la Géorgie, il y a eu l'intervention en Syrie, il y a l'intervention en Libye, il y a la tentative d'infiltration, enfin, plus que la tentative d'infiltration, les actions en Afrique, en Centrafrique, au Mali. Il y avait déjà eu la saisie de la Crimée. Le fait que l'ours, en février, ait attaqué, en soi, n'a pas augmenté le danger. La force était là. Mais il l'a manifesté. C'est probablement qu'il considérait que le moment était venu de montrer que cette force pouvait avoir du résultat et qu'il considérait que probablement en face, les Occidentaux, les démocraties, derrière l'Ukraine, allaient s'écrouler et se coucher. Et ça répond peut-être, je ne voudrais pas sortir trop de mon rôle militaire, mais ça répond peut-être à ce que nous avions vu pendant le Covid également, pendant lequel, finalement, un certain nombre d'États, et ces mêmes États qui affirment leur force et qui développent leur outil militaire, y compris pour contester ce que nous sommes, avaient semblé être triomphants. Les démocratures, les pouvoirs forts l'avaient emporté parce qu'ils avaient su prendre des mesures contre le Covid, murer leur population en Chine, passer outre éventuellement des contaminations en Russie, etc. Et finalement, sur l'Ukraine, ça devait être probablement le parachèvement de cette victoire d'États forts qui avaient construit leur outil militaire aussi pour nous attaquer et, en tout cas, pour nous imposer leur volonté à travers la norme, l'économie, l'appareil militaire et, encore une fois, la contestation de ce que nous sommes. De ce point de vue-là, au-delà de l'attaque même qui a eu lieu en Ukraine, je pense que nous sommes face à un événement qui est de portée tout à fait équivalente à la chute du mur de Berlin, et donc qui va couvrir et courir pour les prochaines décennies. Nous, militaires, armées de terre, puisque c'est finalement le domaine dans lequel je suis finalement le plus autorisé à parler, je dis que d'abord, ces événements m'inquiètent, au sens où tout peut arriver. Demain matin, des dérapages sont possibles. Le président Poutine peut taper du poing sur la table pour renverser le Mikado, parce que finalement, le Mikado n'est pas bien placé. On l'a dit, on l'a entendu dans la presse, à travers l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou autres. Il peut éventuellement frapper sur le territoire de l'OTAN, par exemple, contre des centres de regroupement des équipements et des armements qui sont donnés à l'Ukraine par les Occidentaux. Mais le danger vient aussi du fait que la confrontation de plus en plus proche des forces russes comme des forces occidentales de l'OTAN, plus cette proximité est grande, plus, finalement, une incompréhension d'un virage un peu trop large d'un chasseur de l'OTAN ou russe au-dessus de la frontière, passant dans les systèmes solaires adverses, peut entraîner un incident, un accident, et puis une montée aux extrêmes. Donc ma première inquiétude, c'est que demain matin, malheureusement, tout peut arriver. Et il est donc de ma responsabilité, de notre responsabilité, que notre armée de terre, et au-delà de nos armées, soit prête, si nécessaire, demain matin, face à une dégradation de la situation. Mais au-delà, si la situation ne se dégradait pas au-delà de 6 millions de réfugiés, des dizaines de milliers de morts, des villes détruites, etc., de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on allait vers, finalement, l'installation d'un conflit gelé en Ukraine, quand l'ours aura décidé de repartir dans sa forêt pour panser ses plaies et revenir plus fort après, il y aura cette menace qui continuera à peser, cette menace militaire, et donc j'ai le devoir d'observer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pour poser la question et répondre à la question, notre armée de terre, nos armées, que devons-nous faire? Et je pourrais développer assez largement ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience sur ce que nous voyons en Ukraine, tout en étant extrêmement prudent
à ce stade sur ce que nous voyons et sur les conclusions que nous avons en tirées, mais je sais que ça fait partie des différentes présentations ce matin. Peut-être insister sur 3 points, ou mettre en exergue 3 points. Le premier, c'est finalement cette question du combat à terre. Probablement qu'un certain nombre de réflexions communément admises au préalable laissaient penser qu'il y avait une possibilité, grâce à la technique notamment, de pouvoir agir à distance. Alors la question du zéro mort et du stand-off complet et de taper sans prendre de risques, je pense que cette idée a été disqualifiée il y a maintenant longtemps. Mais cette idée générale de la capacité à agir à distance, à taper de loin et à emporter la victoire à travers cette démarche, je pense, restait un peu dans l'esprit comme une forme de tentation grâce à l'avancée technique. Cette guerre nous remontre que oui, détruire, casser, arrêter éventuellement, on peut le faire à distance, mais que conquérir et derrière éventuellement construire, c'est forcément au sol. Et ça, c'est primordial, évidemment, pour une armée de terre comme l'armée de terre française, que de réfléchir cette réalité et de prendre acte des conclusions qu'il y a en tiré, notamment sur l'impératif d'être prêt à s'engager au sol, et au sol, c'est forcément durement, sans faire évidemment de parallèle entre le bataillon Azov et les forces françaises, etc. Je souligne combien ce qui se passe en ce moment même à Mariupol, le fait qu'une poignée de combattants continue à la fin à défendre face à une offensive qui de toute façon est perdue, et combien cette défaite inéluctable finale est aussi une victoire parce qu'elle oblige stratégiquement à concentrer les regards, mais aussi une partie des forces de l'ennemi, et finalement une forme de parallèle par rapport à des exemples de combats tout à fait glorieux que continue à mettre en exergue l'armée française à travers Lassine Ibrahim, à travers Cameron, à travers Bazeille et à travers un certain nombre de ces exemples. Et la question qui nous est posée est donc, nous, armée de terre, nous, soldats de l'armée de terre, qui demain devons être capables de défendre notre pays, oui, ça pourra se faire au sol, et oui, ça pourra se faire jusqu'à aller dans les combats les plus durs, ce qu'on appelle la haute intensité au niveau stratégique, mais ce qui est la plus haute intensité au niveau, y compris tactique, c'est qu'à la fin, dans une situation quasi inéluctable, eh bien, nous devrions encore avoir la force de nous battre. Premier élément sur lequel je voulais insister. Deuxième élément, c'est celui, finalement, de la notion de l'esprit de défense. Et je vais y revenir après sur les impacts pour l'armée de terre, mais finalement sur la force morale. Combien la force morale est fondamentale à la capacité opérationnelle de nos forces. Force morale intrinsèque aux armées, à travers la force morale de chaque individu, à travers la force morale des unités et des questions d'identité de ces unités, force morale dans le lien entre la nation et son armée, au sens de est-ce que l'armée a, parce qu'elle est soutenue par la nation et parce qu'elle représente les intérêts ultimes de la nation, la force d'aller puiser dans ses limites pour défendre cette nation et ses intérêts, mais force morale de la nation qui, en temps de compétition, en temps de paix, confère les ressources nécessaires à sa défense, ressources financières, mais surtout et également ressources en hommes et femmes capables de rejoindre les armées, qui fait qu'une armée ne vaut que par, finalement, le soutien qui lui est délivré par la nation vraiment au sens large, au-delà de ce que nous montre et ce que nous pouvons regarder sur la notion de la nation en armes qui se défend et qui défend son sol. Heureusement, probablement, nous n'en sommes pas là en France à ce retour éventuel d'une menace d'invasion directe sur notre sol, mais peut-être que cette question de force morale générale de la nation, de lien entre son armée et sa nation, est encore plus prégnante dans le fait que, de toute façon, ce serait à distance que devrait
s'engager notre armée, et donc quelles seraient, au pluriel, les ressources mobilisées par la nation pour soutenir l'engagement de cette armée. Voilà deux enseignements peut-être sur cet engagement en Ukraine, et vous dire donc que je suis persuadé, voilà, tout peut arriver demain. Néanmoins, peut-être que si la pente la plus naturelle, la plus probable se déroule, nous allons aller vers un conflit gelé en Ukraine, à moins qu'il y ait une percée du front, à moins qu'il y ait un retournement de situation, etc. Et qu'il est assez probable que, encore une fois, les Russes, prenant acte de l'échec relatif, alors qu'ils avaient une armée extrêmement puissante, échec lié à un certain nombre d'éléments conjoncturels, l'arrivée plus précoce que prévue du printemps et du dégel, échec lié à l'adversaire, les Ukrainiens qui se préparaient depuis 8 ans exactement pour gagner cette guerre telle qu'elle s'est passée, avec des forces puissantes, il ne faut pas se leurrer, ça n'est pas une petite armée, l'armée ukrainienne, elle est plus puissante en chiffres, en nombre, que notre armée de terre française. 3 fois plus de chars, au moins 2 fois plus de combattants, combattant sur son sol et s'étant préparé de ça. Donc, en dehors d'un certain nombre d'éléments conjoncturels qui expliquent l'échec de l'offensive initiale russe, un certain nombre d'éléments de l'adversaire, mais également probablement un certain nombre de failles internes qui ne sont pas forcément des failles énormes, chacune expliquant la situation, mais dont l'accumulation entre les aspects d'organisation logistique, entre les aspects de confiance entre les différents niveaux de commandement, les aspects de solidité du commandement et probablement de manque, mais que les Russes avaient pourtant identifié depuis longtemps, de ce corps de sous-officiers qui, dans l'armée française, et notamment dans l'armée de terre française, fait la solidité de cette chaîne de commandement entre un corps des officiers objectivement de bon niveau et tous ces militaires du rang qui sont eux aussi de bons soldats dans notre armée de terre française, mais dont la chaîne est indispensable. Donc, en dehors, cette accumulation de facteurs qui ont conduit finalement à cet échec de l'offensive russe, je parierais aujourd'hui devant vous que l'armée russe, la Russie, d'une manière générale, va en apprendre et va probablement se reconstruire. Et donc, nous, l'enjeu de notre armée de terre, c'est, au sein de nos armées, au sein de notre alliance, qui est l'OTAN et l'Union européenne, c'est de nous préparer, finalement, aux conflits futurs et aux enjeux futurs. Quels sont, de mon point de vue, les domaines dans lesquels notre armée de terre est attendue ou a quelque chose à apporter à notre pays dans les années à venir? Je vois en fait 3 espaces. Si je combine finalement une analyse à travers les fonctions opérationnelles assez classiques, dissuasion, prévention, protection, intervention, connaissance et anticipation, si je combine cet aspect par rapport à l'analyse géopolitique qui conduit à estimer que dorénavant il y a comme un continuum entre la compétition, la contestation et l'affrontement, si je combine à l'analyse finalement géographique, je me dis que notre armée de terre est attendue sur 3 espaces, sur 3 missions où elle peut apporter quelque chose. Premier espace et première mission, je viens de le mettre en exergue, c'est plutôt l'Europe et c'est la question de la solidarité stratégique. Notre armée de terre, au sein de nos armées, dans la politique générale de défense de notre pays, doit apporter une contribution à la solidarité stratégique avec nos alliés premiers et nos partenaires, qui sont encore une fois nos partenaires de l'Union européenne et nos alliés de l'OTAN. Et l'outil militaire qui permet d'être le vecteur de cette solidarité stratégique, ça s'appelle l'OTAN, c'est une machine à créer de l'interopérabilité. On peut être d'accord ou pas d'accord sur le projet politique de l'OTAN et son articulation par rapport à l'Union européenne, ça n'est pas mon propos ici. En tant que chef de l'armée de terre, je dis notre armée de terre et nos armées au-delà doivent investir l'OTAN au sens de étant crédibles dans l'OTAN, elles seront susceptibles d'être crédibles pour être à la tête d'une coalition ad hoc de l'Union européenne ou d'un certain nombre de pays pour
intervenir ailleurs. Et la crédibilité pour un pays comme le nôtre, probablement première puissance militaire européenne, c'est d'avoir un corps d'armée et une division lourde à mettre sur le terrain pour, au sein d'une coalition plus large, intégrer un certain nombre d'alliés et partir dans ce qu'on appelle le combat de haute intensité, c'est face à un adversaire à parité, c'est-à-dire un adversaire de même puissance. Donc, premier espace dans lequel nous devons agir, c'est cet espace de la solidarité stratégique, et avec ces outils, c'est aussi la possibilité de rassurer nos partenaires, et par exemple des partenaires qui nous accompagneraient sur d'autres missions, en Afrique par exemple, de renvoyer l'ascenseur en prédisposant, en prédéployant, par exemple à l'est de l'Europe, un certain nombre d'unités qui manifestent la solidarité stratégique, et c'est ce que nous faisons avec l'Estonie aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec la Roumanie aujourd'hui, c'est ce que nous faisons en partie en Bosnie, c'est peut-être ce que nous ferons en Finlande et en Suède, qui viennent de demander, qui vont probablement exprimer leur demande officielle d'adhésion à l'OTAN. Premier espace. Deuxième espace, c'est celui de la prévention et de l'influence, et je le citerai plutôt en Afrique et au Moyen-Orient. Oui, les menaces de la force, telles qu'elles ont été décrites dans le livre blanc de 2008 et de 2013, ont cru plus vite qu'on ne le pensait, et se sont même manifestées, Russie, Chine, Iran, Turquie. Mais ce n'est pas parce qu'elles se sont manifestées que tout l'espace sur lequel nous nous sommes engagés depuis 20 ans, qui est celui des risques, de la faiblesse, des États faillis, des trafics, du terrorisme, du déséquilibre démographique, et probablement encore accru dorénavant compte tenu des échéances climatiques, va disparaître. Et nous, France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre fondateur de l'Union européenne, de l'OTAN, pays qui avons une représentation diplomatique, un des tissus diplomatiques les plus denses au monde, nous ne pouvons pas ignorer que nous avons des responsabilités dans ces espaces, et nous ne pouvons pas ignorer qu'il faut que nous emmenions nos partenaires, notamment européens, sur ces espaces. Mais il y a probablement une forme à réinventer, parce que l'intervention américaine en Irak, en Afghanistan, peut-être la façon dont nous sommes engagés au Mali, pose question à travers la montée du sentiment anti-français en Afrique, à travers un certain nombre de manifestations qui quelque part, disent que la façon dont nous avons agi au cours des dernières années, en tout cas en le prolongeant, ça n'est pas exactement la bonne réponse, et donc nous avons à trouver une façon de nous engager autrement, probablement de manière plus réactive, probablement de demander davantage à nos partenaires africains « que voulez-vous réellement ?», de façon à apporter des réponses en contribution, et non forcément les réponses aux questions que nous aurions aimé entendre, la question d'embarquer nos partenaires de l'Union européenne, question d'avoir une approche, même si c'est rabâché, plus globale, c'est-à-dire à la fois militaire, de développement économique, culturel et autres. Ce deuxième espace demande une implication de fond, et le mot d'influence n'est pas forcément un gros mot, c'est une question de contribution de long terme sur cet espace. Et le troisième espace, finalement, dans lequel notre armée de terre a apporté quelque chose, c'est celui du territoire national, et je vais, dans les missions clairement de protection, mais aussi de souveraineté, au sens un peu plus large, de résilience, et ça, nous l'avons redécouvert pendant la crise Covid, et d'esprit de défense. Notre territoire national, métropolitain et outre-mer. Nos outre-mer sont une richesse extraordinaire de notre pays. Nous avons la deuxième zone économique exclusive mondiale, nous sommes voisins du monde et de tous les continents. C'est une richesse. 15% des jeunes qui rejoignent l'armée de terre chaque année, il y a 15 000 jeunes qui rejoignent l'armée de terre chaque année, 15% d'entre eux viennent des outre-mer, comme en plus ils sont plus accrocheurs que les métropolitains. 20% des membres de notre armée de terre sont issus des outre-mer. Toutes ces richesses nous apportent, mais ces outre-mer sont aussi des sentinelles avancées, notamment dans le Pacifique, plus soumises à la pression contre la souveraineté, notamment contre de la poussée chinoise, etc. Et elles nous obligent.
si jamais il y avait par malheur les Falklands ou les Malouines contre nos territoires, nous avons quelque chose à prévenir dans ce domaine-là. Donc, sur le territoire national, la protection, la prévention et l'esprit de défense, et je vous ai dit combien tout à l'heure, et je conclus sur ce point, combien je suis persuadé que cette question de l'esprit de défense est fondamentale dans ces deux sens. En quoi notre armée, nos armées défendent la nation, ses intérêts, ses populations, en quoi notre pays a la volonté et les ressources et fournit les hommes et les femmes capables de s'engager dans les armées qui sont des armées d'emploi et qui vont être engagées en opération. C'est une question fondamentale. Est-ce que, et donc pour notre armée de terre, la question, finalement, elle est, comme toujours, entre utilitarisme et ambition. Il ne faut pas avoir une vue trop utilitariste, c'est-à-dire, quand viendrait la question des réserves, de dire à quoi peuvent nous servir les réserves sur le plan opérationnel. Bien sûr qu'il faut se poser cette question, et moi je me la pose, et j'espère, et je souhaite que les réserves, dans l'ensemble de leurs composantes, opérationnelles comme citoyennes, aient un effet opérationnel, donnent de la force à notre armée de terre. À notre armée de terre telle qu'elle est tous les jours, telle qu'elle serait en opération, avec notamment la question du renforcement des unités qui auraient été engagées ou de la défense du territoire sur l'ensemble du territoire. Donc, une vision opérationnelle, c'est clair qu'il la faut. Mais cette vision opérationnelle ne doit pas effacer, elle doit coexister avec une vision plus ambitieuse qui est en quoi l'armée de terre, même si ça ne lui apporte pas directement, même si ça lui coûte en partie d'une part de sa capacité opérationnelle pure, doit participer à l'esprit de défense, parce que l'esprit de défense est fondamental pour le succès de nos armées, pour la volonté même de se battre de notre pays. Et dans ce retour, les questions nous sont posées aujourd'hui, puisque vous savez que le président de la République, dans son programme, a annoncé qu'il souhaitait un doublement de la réserve. Alors au début, on a pu interpréter doublement de la réserve égale 2 fois plus de jours de réserve, mais il a précisé après non, doublement du nombre de réservistes, donc il y a une vraie ambition à développer derrière, et la question donc, qui nous est posée aujourd'hui, avant même la formation du gouvernement, qui nous reprécisera cette affaire-là et qui probablement sera développée dans le discours de politique générale du gouvernement, c'est très bien, enfin c'est pas très bien, moi je dis, c'est une opportunité dont je compte me servir sur le plan opérationnel pour avoir plus de force opérationnelle, mais c'est une opportunité dont je sais, et ce n'est pas par dépit, mais je sais qu'intrinsèquement, elle doit servir aussi à l'accroissement, à la contribution à l'esprit de défense, en parallèle, probablement, et en interaction avec ce projet du SNU, qui, là aussi, ça a été annoncé par le président de la République, sera développé dans une proportion que je ne connais pas aujourd'hui, jusqu'à l'obligation complète par classe d'âge, et en passant par une forme de volontariat pour une partie des classes d'âge. Mais donc nous devons en tirer des implications pour l'esprit de défense, et de ce point de vue-là, nous avons besoin des réservistes opérationnels qui sont dans les unités. Nous avons besoin de réservistes opérationnels qui puissent être compléments individuels. Nous avons probablement besoin d'une réserve qui serait une réserve de réservoir de capacité ou de savoir-faire, qui est peut-être une nouvelle réserve, un nouveau statut à inventer, à mettre sur pied. Et nous avons besoin de cette réserve citoyenne qui est si importante, que vous représentez, qui est finalement, qui aujourd'hui a forcément cet équilibre entre les avantages et les inconvénients de ce qu'elle est, c'est-à-dire à la fois une forme de liberté de la part du réserviste citoyen qui s'engage, mais avec le bon côté de l'immensité finalement du réservoir possible, parce que tout citoyen peut
devenir un réserviste citoyen et apporter ses capacités, ses qualités, et forcément un système qui est plus souple. Et le contrepartie de la souplesse, c'est aussi que c'est un système qui est soumis aux aléas de la vie de chacun et des capacités d'engagement, mais aussi de la capacité du commandement à définir par lui-même ou pas la mission du réserviste citoyen. Pour tout dire, probablement, et c'est ce à quoi je vous invite, et là vraiment j'y conclus, j'ai toujours pensé que finalement le meilleur emploi possible pour les réservistes citoyens, la meilleure adéquation, c'est quand on vient non seulement avec sa disponibilité, mais également probablement avec un projet, et je pense que tout commandant qui est entouré par des réservistes citoyens attend d'eux, ou laisse la liberté, une forme de liberté, mais attend d'eux une forme de proposition, et l'idéal est de venir avec sa proposition qui correspond exactement au segment sur lequel on veut s'engager, agir. C'est là qu'est la meilleure solution probablement, même si, et c'est ce que nous ont démontré les témoignages, et bien finalement, l'idéal, c'est quand un projet personnel et une disponibilité personnelle rencontrent un besoin et un créneau particulier d'utilité et de travail concret à cette maison de la défense et de l'esprit de défense que nous avons à partager. Voilà, vraiment, je suis à la fois inquiet pour le demain, dans le sens où, enfin en tout cas attentif à la situation de demain, parce que je pense que notre monde, et notre monde en Europe, est en train de connaître un tournant très important, et je n'ai pas parlé des implications économiques, et que, bien sûr, dès lors qu'il y a un tournant de cette ampleur, il y a des risques qui sont devant nous, et c'est notre travail et même notre mission que de faire face à ces risques, nous, armés, si c'était nécessaire. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que notre pays, par ses ressources, et notamment par ses ressources d'esprit, de défense, de volonté de construction, est tout à fait capable d'être un des moteurs des réponses à apporter à travers la défense, mais à travers l'économie, à travers sa culture et à travers ses nombreuses capacités. Et vous qui êtes à la charnière de ces différents mondes, encore une fois, bravo pour votre engagement et merci, sachant que moi-même, je ne suis pas réserviste citoyen civil, donc je ne fais qu'un seul métier, donc je mesure encore plus combien c'est un cadeau, c'est un don que vous faites et que vous avez de partager, d'avoir cette double ou triple vie. Voilà, merci à vous.